Bonsoir à tous, le 19h de Public Sénat. Voici les titres de cette édition. Dominique Strauss-Kahn en liberté, très surveillé. Il est attendu dans les heures qui viennent dans une nouvelle résidence. Pour l'ancien président du FMI, il doit désormais répondre de 7 chefs d'inculpation pour agression sexuelle présumée. Toujours l'onde de choc au PS, des proches de DSK suggèrent de geler la mécanique des primaires. François Hollande, le favori des sondages, ne veut pas en entendre parler. Enfin, Jacques Chirac, qui pourrait retrouver le chemin des tribunaux dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris, une conséquence directe d'une décision de la Cour de cassation. Accusé donc depuis hier soir de crimes sexuels mais libre, Dominique Strauss-Kahn devrait dans les heures qui viennent quitter l'île-prison de Rikers Island pour retrouver sa famille et un nouveau lieu de résidence, une liberté toute relative qui a un coût exorbitant. La caution exigée par la justice américaine s'élève à 1 million de dollars en liquide, assorti d'un dépôt de garantie de 5 millions. Julie Hulin. Adieu Rikers Island, direction le Bristol Plaza. C'est peut-être dans cette luxueuse résidence située dans le quartier très chic de l'Upper East Side que vivra DSK dès sa sortie de prison dans les heures à venir. Un appartement qui pourrait ressembler à celui-ci, loué pour l'occasion par Anne Sinclair, soutien indéfectible de son mari. Le loyer avoisinerait les 9 000 € par mois. Le lieu sera placé sous surveillance électronique 24 heures sur 24 par le biais de caméras. Seules les visites de 4 proches seront autorisées. DSK portera en plus un bracelet électronique et aura à ses côtés en permanence un gardien armé. Un dispositif de sécurité qui devrait lui coûter près de 200 000 $ par mois. Et viendront s'ajouter une caution de 1 million de dollars cash assortie d'un dépôt de garantie de 5 millions de dollars. Dominique Strauss-Kahn va maintenant pouvoir préparer plus sereinement sa défense. Poursuivi pour tentative de viol, agression sexuelle et séquestration, il devra dire lors de la prochaine audience le 6 juin s'il plaide coupable ou non coupable. S'il plaide coupable, un arrangement avec la victime présumée pourrait alléger sa peine. En revanche, s'il continue comme aujourd'hui de clamer son innocence, un procès devrait être organisé dans les 6 mois. Voilà, je vous propose de retrouver tout de suite en direct de New York notre correspondant Emmanuel Saint-Martin. Bonsoir. Vous vous trouvez actuellement, je crois, entre l'île prison de New York et l'éventuelle nouvelle résidence de Dominique Strauss-Kahn. Quels peuvent être les scénarios de sortie de l'ancien directeur général du FMI? En réalité, je me trouve au tribunal parce que c'est là où ça se passe en ce moment. Il y a exactement quelques minutes, l'avocat de Dominique Strauss-Kahn a apporté le chèque d'1 million de dollars à la justice, qui est la partie en liquide de la caution exigée par le juge. Au moment où je vous parle, il y a donc cet avocat qui est devant le juge pour présenter la garantie bancaire de 5 millions de dollars. Tout cela va être signé. Cela devrait ensuite permettre à l'avocat de récupérer le papier qui lui permettra de sortir Dominique Strauss-Kahn de prison. Mais il semble y avoir un obstacle de dernière minute, c'est que l'appartement dans lequel Dominique Strauss-Kahn devait aller habiter, eh bien, il ne pourra pas y aller parce que les gérants de cet appartement complexe hôtelier de luxe ont, semble-t-il, refusé de le prendre en invoquant notamment le fait que ça allait être gênant pour les autres locataires, qu'il allait y avoir énormément de journalistes, par exemple. C'est déjà le cas à l'heure où je vous parle. Il y a au moins une centaine de journalistes devant cet immeuble. Et donc les avocats de Dominique Strauss-Kahn sont en ce moment même en train de chercher une solution pour le loger à New York, ce qui pourrait retarder sa sortie de prison de quelques heures en tout cas. Donc Emmanuel, pas mal de tracas qui ne facilitent guère la sortie de prison de Dominique Strauss-Kahn. Oui, exactement. Ça ne remet pas en cause le principe. Les avocats continuent de penser qu'évidemment il sortira de prison et qu'il en sortira sans doute aujourd'hui. On sait qu'il y est toujours à Rikers Island, dans cette fameuse prison du Queens, où il a rencontré ce matin le consul général et le consul général adjoint à New York, qui sont venus le voir pendant plus d'1 heure et qui l'ont trouvé, semble-t-il, ont été confiés ils l'ont trouvé dans une meilleure forme mentale que ça n'avait été le cas lors de leurs 2 précédentes visites. Merci beaucoup Emmanuel Saint-Martin. Alors désormais, vous l'avez compris, le rideau se lève sur une autre pièce, une pièce qui risque de durer des mois et si la mise en scène est encore bien incertaine, on l'a entendu à l'instant, ces acteurs sont déjà bien en place. Il y a les stars et quelques seconds rôles. Simon Barbarie.
Sa mission, démontrer la culpabilité de Dominique Strauss-Kahn, une occasion en or pour le procureur Cyrus Vance Jr. de devenir une célébrité, mais aussi l'assurance en cas de victoire d'une réélection facile à ce poste. À 56 ans, Cy Vance est le fils d'un ancien secrétaire d'État successeur d'Henry Kissinger aux affaires étrangères. Ancien avocat dans les années 90, il avait la réputation de défenseur de la cause des femmes. Absent des prétoires cette semaine, il pourrait faire une première apparition au tribunal le 6 juin, date de la prochaine audience dans l'affaire DSK. Il aura face à lui deux ténors du barreau américain, William Taylor et Benjamin Brafman. Exerçant à Washington, le premier est un ami de longue date de Dominique Strauss-Kahn. Il l'a notamment défendu en 2008 pour une liaison en forme d'abus de pouvoir avec une de ses subordonnées du FMI. Mais la pièce maîtresse de la défense de DSK, c'est bien le sulfureux Ben Brafman, avocat new-yorkais spécialiste des affaires sensibles. Du haut de son 1,67 m, le défenseur des stars américaines et de la mafia compte parmi ses anciens clients les rappeurs P. Diddy, Jay-Z ou encore Michael Jackson. Un troisième avocat aura aussi sa carte à jouer dans les prochaines semaines. Jeff Shapiro, l'avocat de Nafissatou Diallo, la femme de chambre du Sofitel. Trouvé sur Internet par les proches de la jeune femme, cet inconnu était jusqu'à présent spécialiste des erreurs médicales et des accidents de la route. Mais les caméras l'attirent, son site Internet regorge de vidéos le montrant dans diverses émissions télévisées. Quelle que soit l'issue judiciaire, l'affaire DSK lui aura donné l'aura médiatique qu'il désirait tant. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Denis Lacorne, directeur de recherche à Sciences Po, spécialiste bien sûr des États-Unis. À vos côtés, Ron Sofer, vous êtes avocat au barreau de Paris et de New York. Alors, on le voit, on l'a vu sur ce reportage de Simon Barbary. Est-ce qu'aujourd'hui, Dominique Strauss-Kahn est entre de bonnes mains? A-t-il de bons avocats, Ron Sofer? Il a des excellents avocats. Ouais. Et ils ont réussi hier à le faire sortir parce qu'ils ont pris le choix de saisir le magistrat de permanence qui était par hasard le juge Obus, qui semble-t-il un peu plus conciliant que d'autres, qui est considéré comme un excellent juge. Et donc ils ont pris le pari de le saisir hier et ils ont réussi en venant cette fois-ci avec tout un arsenal de garanties qui a convaincu le juge. C'est important le choix, voire déterminant le choix d'avocat dans une affaire pareille. C'est déterminant. Surtout pour la suite, je dirais, parce que effectivement, il a des ténors, ce qu'on dit, on a souvent appelé ça en France des ténors du barreau, Brafman et Taylor. Et Brafman est connu pour avoir sorti des personnes accusées de situations les plus difficiles, les plus troubles. La famille Gambino, Michael Jackson, il faisait partie de l'équipe, c'était pas le principal avocat, mais c'était l'un des avocats de Michael Jackson. Jay-Z, qui est un rappeur qui avait été accusé d'utilisation d'un poignard dans une réunion collective, etc., qui s'en sont en général bien sortis avec ou des acquittements ou des plea bargains ou des plaidés coupables. Donc, mais on ne réussit pas à tous les coups. L'affaire est difficile et il faudra discuter des étapes possibles. Peut-être. Voilà, alors l'une des prochaines étapes, c'est cette fameuse audience du 6 juin, prochaine étape de cette instruction. Alors que peut-il se passer? La parole sera à la défense. Un moment crucial pour Dominique Strauss-Kahn. Il devra décider s'il plaide coupable ou non coupable. Que va-t-il faire? Alors, ce n'est pas un moment aussi crucial qu'on le pense. Il va venir et ça va durer 30 secondes. Il va dire qu'il plaide non coupable. Et on en est sûr, ça. Et ça serait terminé. Il n'a aucune raison de plaider coupable, sauf s'il trouve un arrangement avec le procureur, un arrangement de plaider coupable, où il plaide coupable à un chef d'inculpation qui est moins grave, avec une peine négociée d'avance. Et c'est un accord qui est écrit et signé par les deux parties. Et c'est dans ce cadre-là qu'il viendra devant un juge pour plaider coupable et recevoir la peine qui a été négociée. Mais s'il n'y a pas un tel accord, il viendra le 6 juin, il dira non coupable et ça se terminera comme ça. Mais précision quand même, le plaider coupable peut intervenir à n'importe quel moment. Ça peut être le 6 juin, ça peut être plus tard, même au milieu du procès. Enfin, et les négociations entre le parquet new-yorkais et les avocats de Dominique Strauss-Kahn peuvent se dérouler à n'importe quel moment, à l'initiative soit de l'un, soit de l'autre. Alors, dans des affaires de ce type, compliquées, importantes, lourdes, que se passe-t-il habituellement? Est-ce que les gens plaident coupables ou non coupables?
C'est compliqué parce que, mettons qu'il plaide coupable, ça veut dire quand même, très probablement, une peine de prison de 2 à 6 ans en plus. C'est difficile. D'une certaine façon, il faut réaliser qu'en France, le fait que la décision d'un jury, si on va dans la phase du procès proprement dit, 12 jurés, elle doit être unanime. Beyond a reasonable doubt. Et c'est très difficile d'obtenir l'unanimité. En France, c'est 9 sur 12. C'est plus facile en France. Donc il peut décider qu'il vaut mieux, dans le fond, faire le procès jusqu'à la fin et tenter ce qu'ont fait d'autres célèbres accusés comme O.J. Simpson et d'autres qui sont allés jusqu'au bout. Et puis il y a un juré, il suffit d'un juré qui soit convaincu qu'il y a soit un complot, soit que l'un dit vrai et l'autre dit faux. Et à ce moment-là, il sera acquitté. Mais on serait parti pour 6 mois, 1 an de cirque médiatique et des procédures très humiliantes, à la fois pour l'accusé et pour la plaignante, parce que tout va être épluché dans tous les détails, expertise contre expertise. Justement, depuis hier soir, le match, si on peut dire, il est lancé de cette instruction. Que font en ce moment les avocats de Dominique Strauss-Kahn? Alors, dans le jeu d'échecs qui est la procédure américaine, on rentre dans une phase qui est beaucoup plus favorable à la défense qu'auparavant. Comme il vient d'être dit, lors d'un procès, il va falloir que le procureur prouve la culpabilité de Dominique Strauss-Kahn sans aucun doute. Et c'est complètement différent de ce qui se passe en France. Ce n'est pas l'intime conviction qui compte, parce qu'on peut être intimement convaincu que quelqu'un est coupable, mais on peut quand même reconnaître qu'il y a des doutes. Et ça suffit d'en avoir un. Et dans ce cas-là, les jurés vont recevoir l'instruction de l'acquitter. Donc il faudra des preuves, y compris des preuves matérielles. Et je pense que ce dossier est quand même un dossier qui n'est pas compliqué parce qu'il repose sur le témoignage d'une seule personne. Et ça suffit que les avocats de Dominique Strauss-Kahn, avec toute une armée de détectives privés, trouve une faille dans le témoignage, 1 ou 2 failles dans le témoignage de la plaignante pour que tout s'écroule et soit le dossier pourrait être classé sans suite ou une négociation serait entamée entre les parties. Denis Lacorde, ce témoignage de cette jeune femme du Sofitel de New York, c'est peut-être le point faible de cette instruction? Disons, la défense de Strauss-Kahn va tout faire pour fragiliser la personne qui est une immigrée guinéenne qui ne parle pas très bien anglais, qui a peur, qui est inquiète. Donc, qui est sous pression, bien sûr. Oui, en même temps, il y a aussi un pouvoir formidable de la défense qui est de pouvoir récuser un certain nombre de jurés et d'essayer de mettre en place des jurés favorables. Mais alors, il y a aussi du non-dit dans tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une autre transaction qui peut être déjà faite, on en parle moins, mais il y aura aussi très certainement un procès civil. Un procès civil où la victime demandera des dommages et intérêts qui peuvent être considérables, ça peut être de 4 à 8 millions de dollars. Préjudice, bien sûr. Oui, et il faut remarquer que l'avocat qu'elle a choisi elle-même, Jeffrey Shapiro, est un spécialiste de la question des procès civils. C'est-à-dire que lui défend, on le dit quelquefois aux États-Unis, un ambulance chaser, il défend les petits contre les compagnies pharmaceutiques, contre les banques, contre des gens qui ont souffert, qui ont eu des problèmes difficiles avec des groupes comme une compagnie, une drogue qui les a rendus malades ou une tondeuse qui leur a coupé les doigts de pied, etc. Donc c'est quelqu'un qui peut, s'il défend bien son client, obtenir gros et qui est payé d'ailleurs par tiers. C'est-à-dire si elle obtient 6 millions de dollars, il aura le tiers. Et il est très motivé, évidemment, pour défendre, mais c'est une autre phase. C'est la phase non pénale. Alors, ce procès civil peut créer un problème de longue durée pour M. Strauss-Kahn, parce que quand bien même il est acquitté, il peut être poursuivi civilement, parce que si, dans le cadre d'un procès pénal, il faut prouver la culpabilité sans aucun doute raisonnable, dans un procès civil, tout ce que le demandeur doit prouver, c'est que sa thèse est plus probable que la thèse adverse. Donc, il est concevable qu'il peut être acquitté dans un procès pénal et condamné dans un procès civil et condamné à payer des dommages et intérêts punitifs. Alors, en 2010, la Cour de cassation en France a admis pour la première fois que des dommages et intérêts punitifs peuvent
peuvent, dans certaines limites, être reconnus en France. Ouais. Et donc, un jugement pourrait être exécuté en France. Allez, une toute dernière question. On l'a vu, ça coûte très cher à Anne Sinclair, l'épouse de Dominique Strauss-Kahn, cette affaire. Mais peut-être encore plus cher avec les honoraires des avocats. Ils font pas ça gratuitement, hein, les stars du barreau new-yorkais. C'est combien l'heure d'un avocat à New York aujourd'hui? $1000 l'heure. Voilà. Ouais. Mais enfin, heureusement, il a une épouse richissime. Ouais. C'est elle qui tient les cartes essentielles. Ouais, avec beaucoup de caractère, en tout cas. Merci beaucoup, messieurs, de vos analyses et vos éclairages ce soir sur le plateau Public Sénat. En France, les répliques du séisme DSK n'en finissent pas, bien sûr, d'ébranler le monde de la politique. Dans le camp socialiste, c'est aujourd'hui la question du principe même des primaires que certains voudraient voir poser si François Hollande s'oppose par avance à tout changement de calendrier. Des voix s'élèvent parmi les proches de Dominique Strauss-Kahn pour mettre entre parenthèses le processus de désignation du candidat socialiste à la présidentielle. Aurélien Romano et Margot Brion. Pour lui, aucun doute, la voie vers les primaires est tracée. François Hollande est en campagne à Dijon sur les terres de François Rebsamen. Le favori des sondages estime que débattre sur le calendrier des primaires revient à infliger au Parti socialiste une contrainte supplémentaire. Nul besoin de bousculer et les procédures et les calendriers. D'autant que Dominique Strauss-Kahn pouvait être candidat, comme il ne pouvait ne pas être candidat. Une clarification suite aux différentes déclarations de ténors du PS. François Patriat doute du processus des primaires, tandis que Manuel Valls a lancé l'idée d'une mise entre parenthèses de ces primaires, voire des candidatures. Il faut que peut-être tout le monde, chacun, mette sa candidature, son ambition entre parenthèses. Une manière de gagner du temps, un temps de réflexion que réclament deux importants soutiens de Dominique Strauss-Kahn, Jean-Christophe Cambadélis et Pierre Moscovici. Les Strauss-Kahniens sont orphelins et enterrent leur champion. Ils comprennent qu'il faut rebattre les cartes, une position résumée par Claude Bartolone ce matin. Il ne sera pas candidat. J'en suis persuadé. À partir du moment où il faut trouver une règle du jeu, prenons la règle du jeu statutaire, rassemblement derrière la première secrétaire. Tenus par le pacte entre Martine Aubry et DSK, certains Strauss-Kahniens affirment clairement leur choix pour cette candidate pas encore déclarée. Objectif, barrer la route à François Hollande qui attire déjà à lui certains militants strauss-kahniens de base. Bonsoir Stéphane Rosès. Bonsoir. Alors au-delà de ce débat naissant sur l'hypothèse d'un gel des primaires, il y a aussi au sein du Parti socialiste les déclarations des uns et des autres. J'en cite quelques-unes. Jacques Lang qui estime que l'affaire DSK, eh bien, il n'y a pas mort d'homme. Citons également Harlem Désir, qui demande au président de la République lui-même d'intervenir dans cette affaire. On pourrait également citer Jean-Pierre Chevènement qui évoque et suggère le début d'une nouvelle affaire Dreyfus, ou encore Jean-François Kahn qui évoque de son côté un simple troussage de domestiques. Est-ce qu'on est là dans le champ des dérapages, Stéphane ? Oui, de nature un tout petit peu différente quant à la caractérisation de l'affaire, ou bien des propos comme le dernier qui montre un manque de respect à l'égard des femmes. La ligne pourtant du Parti socialiste était assez claire. C'était présomption d'innocence dans un premier temps et au bout de 2 jours, finalement dépolitisation de l'affaire Dominique Strauss-Kahn. C'est-à-dire qu'après un premier temps où l'émotion a fait que certains mélangeaient la question du Parti socialiste et la question de Dominique Strauss-Kahn, ce qui était tout à fait compréhensible. Ensuite, autour de la question du calendrier des primaires, du fait que le Parti socialiste continue sa route, on a eu une sorte de décontamination par le Parti socialiste de l'affaire Dominique Strauss-Kahn, de sorte que, c'est bien compréhensible, le Parti socialiste ne lie pas son sort avec cette question qui, du coup, pour le Parti socialiste, devient une question purement judiciaire, où il faut respecter la ligne de la présomption d'innocence. Alors, est-ce que ce type de déclaration, voire de comportement, peut avoir une influence quelconque sur la présidentielle de 2012 ? Je pense en particulier à l'électorat féminin. Je crois qu'au-delà de l'électorat féminin, cette affaire a été un traumatisme dans l'écart entre l'image que l'on avait de Dominique Strauss-Kahn et la gravité des accusations. Donc évidemment, on va attendre, la France va attendre, mais la France a été en état de choc. Jamais une affaire a fait autant parler d'elle, parce qu'on est à la fois dans la tragédie grecque et dans l'idée qu'il serait possible que même Dominique Strauss-Kahn ne porte pas la fonction et sa responsabilité internationale et demain nationale au-dessus de sa personne.
personnes. Et donc pour la présidentielle, les Français vont être du coup très attentifs à porter leur voix et leur suffrage vers des personnalités qui semblent être normales, non animées par l'hubris du pouvoir et qui seront très attentifs à leur façon d'être, à leur façon de faire, à leurs propos et à leur regard conduite. différent des électeurs. Et donc du coup, la France ne va pas changer ses fondamentaux. On ne va pas devenir puritain comme la société américaine. Par contre, on va être très exigeant. Et de ce point de vue-là, ça va favoriser des candidats comme à droite Jean-Louis Borloo et à gauche François Hollande ou Martine Aubry. En tout cas, une nouvelle élection à coup sûr qui se profile à l'horizon. Merci beaucoup. Absolument. Stéphane Rosès. La démission de Dominique Strauss-Kahn du FMI accélère bien sûr les grandes manœuvres pour son remplacement. Dans le camp européen, c'est Christine Lagarde qui tient la corde. La ministre française de l'économie a reçu le soutien de Silvio Berlusconi, un excellent choix pour le président du Conseil italien. Soutien également, mais plus mesuré, de la chancelière allemande Angela Merkel. Le bémol vient de France, où le président de Debout la République, Nicolas Dupont-Aignan, s'oppose à la candidature de Christine Lagarde, craignant, dit-il, un deuxième scandale pour la France en raison notamment de l'enquête qui pourrait viser Christine Lagarde dans l'affaire Bernard Tapie. Dans ce contexte, l'adoption par les militants socialistes du projet du PS pour 2012 passe presque au second plan. Le projet a été adopté pourtant hier par 95,14% des voix. La participation a été importante. Plus de 74 500 militants ont participé au vote. Le projet doit maintenant être définitivement adopté par une convention nationale. Elle se réunira le 28 mai. Voilà pour ce très long chapitre consacré à l'affaire DSK. À retenir aussi dans l'actualité un autre procès, celui de Jacques Chirac, qui pourrait reprendre bientôt. Le rejet aujourd'hui par la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris relance en effet le déroulement de l'instruction. Patrick Jean-Pierre. La question prioritaire de constitutionnalité avait été soulevée pour lier les deux volets du dossier, l'un instruit à Paris, l'autre à Nanterre. Co-prévenu de l'ancien chef de l'État, Rémi Chardon attaquait ainsi le principe de connexité par lequel un délai de prescription appliqué à une infraction peut valoir pour une affaire connexe. Certains avocats avaient protesté, dénonçant une pirouette juridique de la part de la défense de l'ancien président de la République pour reporter une fois de plus le procès. Cette fois, le procès aura bien lieu. C'est une décision en droit tout à fait logique. Si on veut faire autrement, il faut modifier le sens de la QPC, en tout cas la loi sur la QPC, et éventuellement modifier le Conseil constitutionnel pour qu'il ait une autre composition et qu'il soit pour le coup insusceptible de toute question sur sa légitimité, son impartialité. Prochaine étape, l'audience de fixation le 20 juin prochain. On connaîtra la date du procès. La justice devra dire alors si Jacques Chirac est coupable ou non d'avoir détourné des fonds publics. Il est poursuivi également pour abus de confiance et prise illégale d'intérêt. Bonsoir Delphine Gérard. Bonsoir Pierre-Henri. Alors on parlait de l'affaire DSK tout à l'heure et on évoquait l'importance de ces jurys populaires. Il se trouve que l'idée même, le principe même des jurys populaires a été abordé très longuement cette semaine au Sénat. Désormais, eh bien, il y aura des jurys populaires, citoyens, dans les tribunaux. Alors ça va changer évidemment la donne dans le fonctionnement de ces tribunaux qui sont déjà très embouteillés, Delphine. Oui, alors ce qu'il faut rappeler, Pierre-Henri, c'est quand même qu'en France, actuellement, les jurys populaires existent déjà, mais ils ne siègent que dans les cours d'assises qui jugent les crimes. Le projet de loi examiné par les sénateurs cette semaine prévoit donc des jurés populaires en correctionnel. Alors c'est vrai qu'il va falloir informer et former ces citoyens assesseurs. Pourtant, l'objectif poursuivi par Nicolas Sarkozy, ce n'était pas bien sûr d'alourdir la justice, mais au contraire de rapprocher la justice des Français. Écoutez les explications qu'a donné Michel Mercier, le garde des Sceaux, en séance aux sénateurs. C'était mardi. Associer les citoyens au jugement des délits les plus graves et au suivi de l'application des peines comme le prévoit ce texte, c'est bien sûr confronter les auteurs présumés au regard direct de la société. C'est par ailleurs permettre aux citoyens de participer plus largement à une justice qui est rendue à leur nom. Alors seront donc mis en place, Pierre-Henri, en correctionnel 2 citoyens assesseurs. Ils siégeront aux côtés de 3 juges professionnels en première instance et en appel. Alors, les sénateurs n'ont pas pris ce texte pour argent comptant. Ils ont apporté pas mal de modifications, parfois substantielles. Oui, enfin, ils ont réduit la portée de ce texte en prévoyant une expérimentation jusqu'au 1er janvier 2014, avant un vote définitif du Parlement. Cela n'a pas calmé l'opposition qui a fustigé très violemment ce texte. À l'instar de Robert Badinter, je vous propose d'écouter son intervention.
Mais c'est je vous le dis clairement, une aberration que vous nous proposez. Au moment même où la justice ploie sous le fardeau, au moment même où ce que les justiciables réclament, c'est une justice qui soit à la fois éclairée et suffisamment prompte, vous inventez d'aller demander aux justiciables eux-mêmes qui ne vous réclament rien, d'aller, eux, participer à l'activité de tribunaux auxquels ils auront le plus grand mal à comprendre quelque chose dans l'exaspération des magistrats. Je vous l'ai dit, vous êtes au comble de l'irréalisme. Alors, il y avait cet aspect des choses, les jurys populaires. Il y avait un deuxième versant de ce texte. Il concernait la justice des mineurs avec une nouvelle modification, une nouvelle réforme de cette fameuse ordonnance de 1945 à propos, justement, des mineurs délinquants. Oui. Signé par le général de Gaulle en 1945, alors que la France n'était pas encore libérée, Pierre-Henri, eh bien l'ordonnance de 1945 préserve la spécificité de la justice des mineurs. Avec ce texte, la justice des mineurs se rapproche de plus en plus de celle des majeurs, car ce projet de loi, donc, qui a été voté jeudi par les sénateurs, crée un tribunal correctionnel pour les mineurs de 16 ans et prévoit également la comparution immédiate des mineurs sur convocation d'un officier de police judiciaire. Du coup, c'est le juge des enfants qui perd de plus en plus de ses prérogatives. Merci beaucoup Delphine Girard de vos explications ce soir sur l'actualité, la vie du Sénat. C'est la fin de cette édition. À suivre, un focus, il est signé Élisée Cardi sur le sénateur et ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, un homme, vous allez le voir, qui aime passionnément la Chine et depuis fort longtemps. Très bon week-end à tous, merci. L'information politique et parlementaire en temps réel, c'est sur l'application iPhone de Public Sénat. Informer, expliquer et partager pour être à la pointe de l'actualité politique. Jean-Pierre Raffarin, c'est l'homme de la Chine. L'ancien Premier ministre cultive son image de sinophile et multiplie les contacts avec 4 à 5 voyages par an. Do you have time to actually visit in China? Or? Not right now, but before I've been in Harbin, in Shenyang, in Wuhan, in Hangzhou. How many years ago? My first trip was in 1976. Jean-Pierre Raffarin connaît bien le potentiel du plus grand pays du monde. Il y a 2 ans, il succède à Valéry Giscard d'Estaing au poste de président du comité France-Chine, une émanation du MEDEF, avec un rôle d'ambassadeur et d'intermédiaire pour développer les relations économiques et culturelles. Ici, invité d'honneur à l'inauguration d'un centre de recherche. Il y a pour but de renforcer les échanges entre les milieux artistiques et des milieux de recherche universitaire sur les arts entre la France et la Chine. Je pense qu'il faut mettre la culture au cœur de la relation franco-chinoise. 5000 ans de civilisation pour la Chine, c'est une très longue histoire, c'est une expression culturelle extraordinaire. Au revoir, à bientôt. Alors j'espère vous voir à Paris. Un effort pour développer le dialogue culturel, mais Jean-Pierre Raffarin sait bien que l'essentiel, ce sont les relations économiques. Dans ses valises, il a amené cette fois 25 chefs d'entreprise français, des patrons du CAC 40 très impliqués dans cette révolution économique chinoise, comme déjà 1200 entreprises françaises implantées dans le pays. La Chambre de commerce et d'industrie chinoise les a réunis dans une galerie d'art avec l'ambassadrice de France. Je pense que c'est une très bonne opportunité, effectivement, de se rencontrer entre les chefs d'entreprise qui sont à Paris et vous-même qui représentez sur le terrain le cœur de la relation franco-chinoise dans le domaine économique et commercial. Jean-Jacques Servan-Schreiber a fait un livre qui s'appelait « Le défi américain ». Dans le défi américain, il m'a prévenu de ce que serait la part d'Amérique de mon avenir. Je pense que pour les plus jeunes, nous devons les avertir de la part d'Asie. Parce que l'Asie ne va pas être aussi puissante sans venir avec des idées, des cultures et un certain nombre de sujets de cette nature. Et quand un peuple est très intelligent, très travailleur,
et chez qui 35 heures c'est la durée hebdomadaire de sommeil, faut toujours se méfier de l'intelligence qui travaille beaucoup, quoi. Il y a des chances qu'elle ait des résultats. Vanter la force de travail de la Chine, Jean-Pierre Raffarin sait parler aux Chinois. Au colloque France-Chine organisé durant son séjour, il a aussi un message pour les Français. Nous devons faire aussi des efforts en France pour l'accueil des entreprises, pour l'accueil des investissements chinois. Nous sommes prêts à faire ces efforts. Nous voulons que le développement soit mutuel. Et préparer un développement mutuel, c'est évidemment entretenir des relations politiques au plus haut niveau. Durant son voyage, il est reçu par le futur président chinois, celui que le Parti communiste a désigné pour succéder à Hu Jintao l'année prochaine. Le vice-président chinois, qui est appelé à devenir président, m'a fait l'impression d'un homme politique expérimenté. La sagesse chinoise, mais quelqu'un de vif, quelqu'un qui a l'intelligence très rapide. Et donc, je sens qu'il y a un fort potentiel. On sent un certain charisme et on sent une puissance interne assez impressionnante.